Le mirage. Dans une grande maison, dans une chambre fermée à clé où se trouvait une jeune fille, celle-ci était à la campagne et n'avait aucun voisinage. Aux alentours, des grandes étendues de champs et d'arbres, rien de plus. Lorsque le moment de la récolte arrivait, seul le bruit des machines régnait sur des kilomètres à la ronde. Parfois, on entendait les animaux, les chevaux, les vaches, mais surtout les volailles de la basse-cour. Une vieille camionnette rouge se trouvait devant la maison. Celle-ci permettait de garder un lien avec les gens de la ville, mais surtout était nécessaire pour vendre le fruit de toutes les récoltes. Dans cette maison, au milieu de rien, on pouvait entendre la voix d'un homme et d'une femme. Leurs discussions étaient généralement bien banales. Ils discutaient de la ferme, enfin de leur quotidien à la ferme, une vie en somme bien banale. Mais cette histoire ne raconte pas la vie d'un couple de fermiers vivant au milieu de nulle part. Non, en réalité cette histoire parle de quelque chose d'autre. Dans une chambre de la maison, une pièce était toujours fermée à clé. Peu importe s'il faisait chaud ou froid, que nous étions au printemps ou en automne, une chose ne changeait pas, jamais. Cette porte ne s'ouvrait jamais. À l'intérieur de ces 4 murs, une jeune fille était là. Elle connaissait cette pièce depuis 5 ans maintenant. On lui avait dit que désormais elle s'appelait Mia. Ce qui l'entourait depuis des années maintenant, elle le connaissait par cœur, chaque recoin de ces lieux. De la fissure au plafond, au parquet qui grince à droite de la pièce, à cette trappe si petite en dessous de la porte, laissant passer 3 fois par jour ses repas. Elle avait été enfermée ici alors qu'elle rentrait chez elle. Un homme venu de nulle part l'avait tout simplement attaquée et enlevée. Après cela, elle n'avait plus aucun souvenir. Elle ouvrit les yeux, elle était allongée sur ce lit, elle regardait le plafond et pour la première fois, elle voyait cette fameuse fissure. Pendant les 4 premières années, elle se répétait son ancienne vie pour ne pas l'oublier, mais surtout pour ne pas perdre espoir, qu'un jour, elle en était sûre, quelqu'un la retrouverait. On devait bien la chercher, quelqu'un devait bien tenir à elle au point de ne jamais abandonner. Mais peu à peu, le visage de ses parents commençait à disparaître. Même son vrai nom, elle ne s'en rappelait plus. Elle était devenue cette coquille vide, remplie de désespoir. Elle errait chaque jour dans cette pièce, elle tournait en rond sans penser. Mais un jour, la porte s'ouvrit. Elle regardait et vit un couloir avec une tapisserie défraîchie. À certains endroits, elle était jaunâtre, et tout le long de celui-ci, des cadres photos accrochés représentant une famille. Devant elle, un homme. Elle entrevit la liberté en voyant ce couloir pour la première fois, mais il était là. Elle voulait saisir sa chance et s'enfuir, mais elle entendit une autre voix. Elle ne voulait pas y prêter attention. Et au moment de sortir, la femme apparut, se rendit compte de son stratagème et la poussa, la tira jusqu'au fond de la pièce en la menaçant avec un couteau. L'homme, lui, tirait un jeune homme. Mia était paralysée par la peur et ne bougea pas. L'homme et la femme partirent tous les deux en laissant le jeune homme dans la pièce. Il était là, dans une semi-conscience. Il gémissait légèrement, mais ne paraissait pas vraiment conscient. Mia le regarda pendant de longues minutes, mais elle continuait d'être dans ce demi-sommeil. En le voyant, elle se posait mille et une questions. Pourquoi était-il là? Lui aussi avait été enlevé? Qui était-il? Elle ne pouvait pas s'arrêter de penser. Au bout d'une heure ou deux, il ouvrait enfin les yeux. Il regardait autour de lui, il paraissait encore confus. Au bout de quelques minutes, il reprit le contrôle de son corps et se leva. Il commença à faire le tour de la pièce, marchant sur le parquet grinçant. Il regarda Mia comme si elle faisait partie du décor de la pièce et se dirigea vers la porte, essaya de l'ouvrir mais en vain. Il recommença encore et encore, avec toute la force dont il disposait, mais rien ne se produisit. Mia parut confuse elle aussi. Qu'est-ce qu'elle était censée faire? Elle avait été seule dans cette pièce depuis maintenant 5 années, mais il n'arrêtait pas avec cette porte. Elle savait que tout cela ne servait à rien. Elle lui expliqua donc qu'elle était là depuis un certain temps et que tout ce qui était possible, elle l'avait essayé, qu'il était impossible de sortir de cette pièce. Si cela aurait été possible, elle ne serait plus ici depuis longtemps. Mais il fit comme s'il ne l'entendait pas. Pendant plusieurs jours, ils ne se parlaient pas. Il restait dans un coin et ne voulait pas manger. Il était perdu. Mia, en le regardant, pensait à son arrivée. Elle était comme lui, terrifiée. Elle ne voulait pas manger, ne comprenant pas ce qu'il se passait. En elle résonnait une multitude de questions à cette époque. Pourquoi elle? Qu'avait-elle fait? Où était-elle? Elle voyait dans ses yeux les mêmes questions, les mêmes inquiétudes. Elle décida donc de retenter sa chance, d'essayer de lui parler. Elle lui demanda donc comment il s'appelait. Un blanc se fit sentir, elle pensa qu'il n'allait pas lui répondre. Mais, au bout de quelques secondes, il disait simplement « Sacha ». Elle lui sourit, et au moment où elle allait se présenter, il ajouta « Et toi? C'est Nelly, c'est ça ?» Ce prénom qu'elle ne comprenait plus, en l'entendant, lui rappela de vagues souvenirs d'une vie passée qui lui paraissait insensée. Il reprit la parole et dit « Ils m'ont dit que désormais je m'appelais Tobias. » La jeune fille, perplexe, ne savait plus quoi dire. Dans sa tête, tout paraissait embrumé. Alors, en lui demandant des explications sur le fait qu'il connaissait son prénom, il lui expliqua que depuis qu'elle avait disparu, tout le monde connaissait son visage, qu'il y avait eu des émissions, des reportages sur son histoire, et que tout le monde, même si maintenant elle n'était plus là depuis 5 ans, ne l'avait oubliée. Surtout ses parents.
qui n'avait jamais perdu espoir qu'un jour il la retrouverait. Il lui raconta toutes les recherches mises en place pour la retrouver, tous les volontaires épiant chaque recoin de la ville à la quête d'un indice. Tout le monde parlait encore de Nelly, la jeune fille qui avait été enlevée, la jeune fille perdue sans avoir laissé aucune trace. Mia fut profondément choquée. Elle ne savait pas comment réagir. Elle était heureuse d'une certaine manière, elle n'avait pas été abandonnée. Mais en même temps, elle ne se souvenait pas de grand-chose. À force d'être dans cette pièce, à discuter avec elle-même, elle avait sûrement perdu la tête. En vue du fait qu'il paraissait beaucoup plus informé qu'elle, elle lui demanda s'il avait une idée de l'endroit où elle se trouvait. Il n'en savait malheureusement pas bien plus qu'elle. Il était sûr d'une chose, il ne savait rien et qu'il mourrait ici. Si la fille la plus recherchée du pays n'avait pas été retrouvée, qui le saurait? Dans son discours, plus que pessimiste en vue du nombre de jours où il avait été enfermé dans cette pièce, elle ne sut quoi lui répondre. Au fond, il avait peut-être raison, mais après avoir entendu tous les efforts qu'on fournissait pour elle à l'extérieur, elle ne voulait pas perdre espoir. Elle lui demanda s'il avait entendu quelque chose en particulier qui pourrait leur donner une idée de l'endroit où il se trouvait. Mais rien, à part des vaches, il était sûr qu'ils étaient dans un endroit bien isolé, où personne ne les trouverait jamais. Il lui demanda s'il avait une idée de qui était le responsable de leur emprisonnement. Elle lui répondit qu'elle avait toujours entendu la voix d'un homme et d'une femme, toujours les mêmes. Mais ce qui était étrange, c'est qu'au moment où il était entré, elle avait vu des photos de famille, mais pourtant elle n'avait jamais entendu de voix d'enfant. Ils ne furent pas plus avancés et décidèrent de ne plus parler jusqu'à la fin de la journée. Pendant plusieurs mois, ils attendirent, comme si quelque chose, un signe, allait se produire leur permettant de s'en sortir, mais rien. Ils parlèrent, il lui raconta toute sa vie, de souvenirs les plus insignifiants, de l'odeur du pain quand il rentrait dans la boulangerie de son oncle, ses rêvasseries pendant les heures de cours, et un son qu'il entendait en boucle et qu'il était sûr de ne jamais oublier, le rire de sa mère, qui résonnait en lui comme un écho sans fin. À ses yeux, c'était le plus beau son du monde. Elle ne savait pas vraiment quoi lui dire. En réalité, il en savait plus sur elle qu'elle-même. Elle lui raconta donc ses longues journées à tourner en rond dans cette pièce. Parfois tout cela paraissait interminable, mais d'autres fois il aurait pu se passer une semaine sans qu'elle ne s'en rende vraiment compte. Les journées étaient toujours là, sans but. Elle n'avait pas le choix, elle attendait juste que le temps passe. Mais depuis qu'il était là, tout avait changé. Elle avait retrouvé un but. Elle voulait sortir. Elle y croyait vraiment, ce n'était plus une vague illusion. Elle avait repris quelque chose qui avait disparu depuis bien longtemps. L'espoir. Cela faisait 1 an. Jour pour jour, qu'ils étaient ensemble dans cette pièce. Ils ne savaient toujours pas comment sortir, mais cette année fut la meilleure depuis son arrivée. Une chose changea. Elle commençait à rêver, quelque chose qui n'était plus arrivé depuis tellement d'années. Dans son rêve, qui était toujours le même, elle n'était plus ici. Elle était dans un lit, l'odeur de la pièce était différente et elle ne savait pas comment le décrire au début. Mais plus elle refaisait ce rêve, plus il se précisait, tout paraissait flou, mais les détails venaient un par un. Elle était dans ce fameux lit. Elle regardait son bras, elle avait une perfusion. Autour d'elle des machines. Elle comprit donc qu'elle était dans un hôpital. Elle voyait le visage de sa famille qui l'entourait. Même si elle n'arrivait pas à voir leur visage, elle savait que c'était eux et qu'ils lui souriaient. Elle ne pouvait pas les entendre, mais était juste heureuse de ressentir leur présence. Elle expliqua son rêve à Sacha, et l'un était sûr, son rêve était prémonitoire. Et quand il réussirait enfin à sortir, c'est ce qui se passerait. Elle ne pouvait s'empêcher de sourire en lui expliquant chaque détail qui lui revenait. Mais étrangement, il s'énerva, ce qu'il n'avait jusqu'alors jamais fait. Il lui expliqua que le rêve prémonitoire n'existait pas et qu'on ne pouvait pas prédire l'avenir. Elle ne lui parla plus jamais de ce rêve qu'elle continuait à faire. Au bout de 2 ans, enfermé dans cette pièce, il avait perdu tout espoir. Il était sûr qu'il ne partirait jamais d'ici. Il savait qu'il n'y avait aucune issue, et s'enfuir n'était plus qu'une utopie. En réalité, tout était déjà perdu depuis le moment où il avait mis un pied dans cette pièce. Alors, après des mois à ne plus savoir quoi faire, il prit une décision. Il avait tout essayé et rien ne marchait. Il le savait. Jamais il ne retrouverait ce qu'il avait perdu. La fin devait arriver. Il ne voulait plus avaler quoi que ce soit. Il ne mangerait plus. Il voulait quitter ce monde. Qui lui en voudrait de penser cela? Mia lui avait parlé. Elle avait même supplié de croire encore, que la liberté n'était qu'à portée de main, mais rien ne changea dans son esprit. Il avait pris sa décision. Mia, qui s'endormait, revivait encore et toujours le même rêve. Mais elle était tellement effondrée par le choix de Sacha, son seul allié. Elle pleurait dans son rêve, elle ne pouvait pas s'arrêter, mais pour la première fois, elle put prendre le contrôle de celui-ci. En réalité, elle ne put dire qu'une seule phrase. Sacha va mourir. Elle savait que c'était bête, mais si pour je ne sais quelle raison ce rêve était une prémonition, peut-être que si je savais que Sacha allait mourir, il les retrouverait plus vite. Mais les individus qui l'entouraient ne l'aidaient pas. Il la regardait sans sourire, il paraissait épuisé autant physiquement que mentalement. Le paysage devenait brumeux à cause de ses larmes, qui n'arrêtaient pas de couler, mais elle pouvait voir que certains quittaient la pièce. Elle se réveilla, essuyait son visage mouillé, il l'abandonnait comme tout le monde. Pourquoi était-il parti de son rêve? Au final, à quoi bon s'attacher à un pauvre rêve, ce n'était rien de plus. Sacha l'avait prévenu dès le début.
Mais Mia ne l'avait pas écouté. Elle se demandait encore comment elle avait pu rester accrochée autant de temps à ce petit espoir. Elle regarda Sacha. Il était réveillé. Elle disait alors « Personne ne nous viendra en aide. Nous mourrons ensemble. » Il ne savait pas quoi lui dire. Il lui sourit simplement. Elle se leva, le serra dans ses bras. Ils savaient tous les deux que c'était le moment. Au bout de quelques jours, sans boire ni manger, dans cette salle qu'ils connaissaient par cœur étaient étendus les corps de Mia et de Sacha. Ils étaient là, se tenant la main, jusqu'à leur dernier souffle. Ils avaient cessé de vivre. Mais pourtant, rien n'avait changé. Cette pièce sombre avait toujours une fissure au plafond, le parquet grinçait toujours, mais la trappe ne s'ouvrait plus jamais. Leurs visages paraissaient apaisés, comme si enfin ils étaient libérés de leur prison. Après des années encastrées entre ces quatre murs, leur âme, elle, s'envolait loin de cette maison isolée. Dans un bureau, un médecin regardait le visage de trois personnes. Il paraissait épuisé. Il commença à parler. « Je suis vraiment navrée de vous annoncer que la nuit dernière, Nelly nous a quittés. Après plusieurs années hospitalisée, nous n'avons rien pu faire. Comme vous le savez, elle est atteinte de démence et de troubles de la personnalité, ce qui au départ ne posait pas de problème sur sa santé physique, mais après que son cancer a commencé à se développer, tout fut plus compliqué. Elle avait créé son propre monde. Et malgré qu'il était autodestructeur, malgré que ces 2 dernières années elle eut de temps en temps quelques minutes de partielle lucidité, ce qui était un signe d'espoir, elle n'a pas réussi à combattre le mal qui la rongeait. Surtout depuis qu'une de ses personnalités avait pris le contrôle, elle commençait à aller mieux. Elle avait repris des forces et on voulait à tout prix qu'elle soit en rémission. Sacha était un porteur d'espoir dans son rétablissement. Mais nous ne savons pas ce qui s'est passé. Peut-être qu'une autre de ses personnalités a pris le contrôle, ou tout simplement elle n'avait plus envie de se battre. Elle savait que c'était le moment de lâcher prise. Elle a tellement lutté pendant tellement d'années, je vous présente mes sincères condoléances, mais aussi mes excuses de ne pas avoir réussi à l'aider. La famille attristée le remercia pour toute l'aide qu'il leur avait donnée pendant toutes ces années. Ils ne pleuraient pas. Cette nouvelle, ils savaient qu'elle arriverait un jour. Ils prirent le cadre qui était resté là toutes ces années sur son chevet, leur famille, ses parents, son frère et elle. Ils sortirent de l'hôpital dans lequel se trouvait le corps de Nelly. Elle laissait avec elle Mia, qui avait créé cette prison pour échapper à la réalité, Sacha qui lui avait fait retrouver espoir le temps d'un instant. Mais finalement, après leur dernier battement de cœur, il n'y eut plus personne. Seul un silence lourd et pesant régnait dans la pièce. Le mirage avait fini par s'envoler.